C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Effort, espoir, tenir bon, lutter, renfort supplémentaire, bout du tunnel. Encore un effort, messieurs, dames. C'est la DER des DER, comme en 14-18, plus jamais ça. Macron en généralissime, Macron en Clémenceau qui donne du courage, mais un Macron dont la parole politique est encore saupoudrée de doutes, ses coups de menton moqués et sa posture de démiurge attaqué par une opposition qui pilonne et lui reproche des décisions solitaires, même si hier le président a joué l'humilité. Qu'à chaque étape de cette épidémie, nous pourrions nous dire que nous aurions pu faire mieux et que nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai. Mais je sais une chose, nous avons tenu, nous avons appris et nous nous sommes à chaque fois améliorés. La France entière donc au même régime sec, pas de reconfinement, un gros mot que tout l'exécutif refuse de prononcer, mais le président ouvre des perspectives, écoutez-le. Les efforts d'avril d'une part et le déploiement de la vaccination d'autre part, c'est cette tenaille qui va nous permettre de contenir progressivement ce nouveau virus. Cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays. Cet après-midi, Jean Castex faisait le service après-vente à l'Assemblée nationale sous les huées et sa cinglante réponse, on l'écoutera tout à l'heure. On commente donc, on analyse avec nos invités Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate.fr et ancien directeur du Monde. Virginie Leguet, bonsoir, éditorialiste politique. Bonsoir, et Laetitia Krupa, journaliste spécialiste de communication politique. Et en fin d'émission, nous retrouverons Véronique Reissoul pour sa chronique « La politique sur les réseaux ». Alors jusqu'à maintenant, 19 départements étaient sous couvre-feu, magasins fermés. Désormais, c'est tout le territoire, excepté les dom-toms. Les écoles seront fermées 3 semaines. Même régime pour tout le monde. Les médecins réclamaient un confinement dur. Emmanuel Macron a trouvé une voie de passage pour éviter des mesures trop coercitives au risque de recevoir une pluie de critiques de l'opposition et du corps médical, Jean-Marie. Oui, alors c'est là qu'est le problème d'ailleurs, parce que tout ça nous crée un climat entre les chaînes d'infos et le climat créé par l'opposition au Parlement qui est assez difficile à respirer. Alors on peut dire que oui, le gouvernement n'a jamais trouvé le bon moyen d'associer le Parlement à ses travaux. On peut dire aussi que oui, ce sont les collectivités locales qui font le boulot, les maires qui font le boulot, et ils sont souvent mis devant le fait accompli, c'est vrai. Oui, c'est un conseil de défense autour du président de la République qui décide. Tout ça est vrai. Mais en même temps, et d'ailleurs ça nous ramène à quelque chose qui est assez classique sous la Ve République, qui est l'exercice solitaire du pouvoir. Mais en même temps, le spectacle offert par l'opposition, moi j'ai trouvé totalement affligeant. Vous l'avez dit dans votre introduction, il pilonne non-stop avec... on fait appel à des modèles qui n'en sont pas, par exemple le modèle britannique, on se contredit d'une déclaration à l'autre, et ce faisant, l'opposition s'affaiblit elle-même, parce que le jour où elle sera aux commandes, elle ne pourra plus solliciter de la même façon un climat d'unité nationale, parce qu'elle l'aura elle-même détruit ou défait. Et par ailleurs, on nous impose, on est en train de nous imposer aujourd'hui une sorte de pré-campagne présidentielle qui justifie que quoi qu'il arrive, il faut décrédibiliser, défaire le président de la République, alors même que l'urgence est ailleurs. L'urgence, elle est sanitaire et on devrait pouvoir s'appuyer sur cette urgence. En dehors de Valérie Pécresse, je ne vois pas qui a une attitude qui consiste à proposer précisément et à se faire entendre de façon, j'allais dire, normale. Et donc tout ça crée un climat qui est assez pénible. Alors Jean-Marie, c'est bien parce que je voulais vous parler dans un deuxième temps de l'opposition, mais vous avez fait une pierre deux coups, mais on y reviendra si vous voulez le bien. Donc je reste sur ma première idée, et c'est-à-dire sur l'allocution hier du président. Virginie Leguet, comme au casino, le président mise. C'est un président qui mise, il avait misé sur la vaccination. Bon, ça s'est fracassé sur le mur, bien sûr, des problèmes qu'on a connus. Il remise à nouveau sur l'accélération de la vaccination. Et cette fois-ci, il faut que ça marche. C'est un peu la dernière chance.
C'est la dernière chance et il l'a dit très clairement, la course de vitesse entre la campagne de vaccination et la circulation du virus qui est aujourd'hui largement dominé par le variant anglais, dont il a dit qu'il était plus contagieux et plus dangereux. Cette course de vitesse semble aujourd'hui perdue et l'argument qui a été développé par Emmanuel Macron et repris avec beaucoup d'insistance par Jean Castex a été de dire mais nous tenons nos objectifs, les chiffres que nous avions donnés sont respectés. Rappelez-vous, je suis venue vous voir ici là même, a dit Jean Castex, devant la représentation nationale en décembre. Je vous ai donné des chiffres et ces chiffres-là aujourd'hui sont tenus. Donc c'est vraiment la ligne de défense de l'exécutif, au-delà de toutes les critiques, au-delà de tout ce qui a pu ressembler à une lenteur extrême, en tout cas pour les premières semaines de la campagne vaccinale, c'est de dire que aujourd'hui l'accélération, l'arrivée de nouveaux vaccins, la livraison promise de nombreuses doses de vaccins Pfizer, tout ça va permettre de tenir les objectifs. Et c'est la seule issue d'Emmanuel Macron, parce que ce troisième reconfinement qui n'a jamais dit son nom, on voit à quel point Emmanuel Macron est fâché avec le mot reconfinement qu'il n'a jamais prononcé. Rappelez-vous, lorsqu'il a annoncé le premier confinement qui était un confinement pur et dur, il n'a pas prononcé ce mot et il ne l'a pas non plus prononcé hier. Donc il y a un problème entre Emmanuel Macron et le mot confinement. Un problème depuis 1 an et ce problème-là n'est toujours pas réglé. Mais là, on voit qu'il n'y a pas tellement d'issue pour Emmanuel Macron s'il veut apparaître, disons, comme étant sorti gagnant de cette séquence, que d'accélérer la campagne de vaccination et de permettre aux Français d'aborder l'été dans une sortie de crise sanitaire, d'où l'idée aussi d'annoncer les ouvertures à venir. Donc la partie n'est pas gagnée. Et la partie qu'il a lancée, et il a eu beau répéter que ce n'était pas un pari, la partie qu'il a lancée ressemble fort à un pari parce qu'aujourd'hui encore, quand on interroge les maires, les villes et tous ceux qui ont ouvert des vaccinodromes, tous disent on n'a pas de dose et on ne nous annonce pas très bien ni quand on va en recevoir. Et il y a la lassitude de cette situation. Les Français sont là. Et il y a aussi une lassitude vis-à-vis de la parole politique. Y a-t-il une défiance aussi? Est-ce qu'on peut dire que... alors c'est Emmanuel Valls qui en son temps avait dit cette phrase, la parole politique est devenue une langue morte. Parce que à chaque fois, on donne des objectifs. Gabriel Attal avait dit mi-avril, et on y est bientôt, on aura une vie quasi normale, et c'est pas du tout le cas, Jean-Marie. Ah oui, tout à fait. C'est la formule de Manuel Valls est assez juste. C'est une langue morte en effet parce que, mais en même temps, on est dans une situation où il n'y a aucun modèle nulle part. Il y a des débats qui se ressemblent d'ailleurs d'un pays à l'autre. Et donc, s'il y avait un modèle, d'ailleurs, nous le saurions. Nous ne sommes pas une île comme la Nouvelle-Zélande ou comme Taïwan. Donc, et de fait, comme nous sommes de toute façon dans un préexistant qui est un préexistant de défiance, de défiance systématique vis-à-vis de la parole publique, plus exactement, plus encore dans ce genre de crise, évidemment, où on est un petit peu ballotté au gré d'ailleurs des évolutions d'un gouvernement qui lui-même est ballotté par le virus lui-même, qui va plus vite. Et donc c'est ce qui crée la difficulté de cette période, et la difficulté de toute parole gouvernementale d'ailleurs dans cette période. Alors je vous propose d'écouter Jean-Michel Blanquer, parce que le dogme, ce qu'on appelait le dogme Blanquer est tombé, c'est-à-dire l'idée de ne pas fermer les écoles. On brandissait ça dans le fond comme une fierté française pour éviter que les élèves décrochent et pour ne jamais les retrouver la plupart du temps. Donc voilà, la ligne rouge a été franchie, les écoles vont être fermées. Je vous propose d'écouter Jean-Michel Blanquer. C'est grâce à lui que nous avons eu un mois de février et un mois de mars à peu près normal, contrairement à nos voisins allemands ou italiens qui ont fait beaucoup plus de confinement avec des résultats en matière de contamination qui sont loin d'être meilleurs que les nôtres au global. Donc si vous voulez, il faut quand même regarder un peu ce qui se passe en dehors de nos frontières, se rendre compte que c'était justement la bonne décision, que nous avons voulu justement que les enfants n'aient pas une année scolaire interrompue. Virginie, oui, donc le gouvernement s'accroche quand même au fait qu'il a pris depuis tout ce temps, depuis le premier confinement, les bonnes décisions. Et que si aujourd'hui on ferme les écoles, c'est parce que dans le fond, on ne peut plus faire autrement. Mais jusqu'ici, tout a été très bien fait.
En tout cas, Jean Castex, qui est un petit peu l'hygiaphone d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne fait que répéter et amplifier ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Donc, il a insisté sur un certain nombre de points, dont celui des fermetures de la fermeture de l'école. Et il a dit qu'en France, elles avaient fermé 10 semaines contre 24 semaines en Allemagne, 26 en Grande-Bretagne et 32 en Italie. Donc, on le voit, la France peut s'enorgueillir, ou en tout cas, c'est ce que dit Jean Castex, d'avoir très peu fermé l'école. Et la ligne Blanquer, aujourd'hui, semble avoir emporté. Pour autant, et c'est là où je reviens à votre question qui était est-ce que la langue politique est une langue morte? Oui, les écoles sont restées ouvertes chez nous probablement beaucoup plus longtemps que dans d'autres pays, mais j'allais dire à quel prix, parce que dire les enfants ont besoin d'école, c'est sûr, ne pas dire que c'est souvent la raison qui prime, c'est aussi parce qu'on veut que les parents puissent aller travailler, qu'on met les enfants à l'école. Ça n'a pas été dit, mais c'était une des raisons très fortes de l'exécutif de maintenir les écoles ouvertes. Mais en même temps, on a vu la colère du monde enseignant qui a reproché depuis des mois à l'exécutif de ne pas avoir pris les mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, peut-être, effectivement, pouvait-on laisser les écoles ouvertes, mais peut-être pouvait-on réfléchir à dédoubler les classes, dédoubler les pupitres, organiser les repas des enfants à d'autres endroits que la cantine, dans des lieux extérieurs, comme le proposaient certains maires, organiser des ouvertures dans les classes de fenêtres, là où les fenêtres n'ouvraient pas. Enfin, tout ça aurait pu être prévu. Il aurait pu y avoir des travaux, des adaptations, des mesures, permettre les autotests à usage très, très libre à l'entrée des écoles. Et on voit qu'effectivement, à part ce dogme, qui est un dogme purement, j'allais dire, factuel, il n'y a pas eu ce qu'il fallait pour le rendre vivable. Et que du coup, et les parents et les élèves et la totalité du corps enseignant sont aujourd'hui très fâchés avec Emmanuel Macron pour leur avoir fait vivre ce qu'ils ont vécu depuis des semaines. Emmanuel Macron se fait beaucoup d'ennemis en ce moment. Hein. C'est vrai que les profs étaient très énervés parce que on aurait pu mettre dans la boucle de la vaccination très très vite les enseignants. Ça n'a pas été fait. Exactement. Voilà. Et j'ai envie de vous demander, Jean-Marie, aujourd'hui, il y a l'opposition qui est contre Emmanuel Macron et qui dit, dans le fond, qu'il fasse noir ou qu'il fasse blanc, de toute façon, il critiquerait quelle que soit la décision. Mais aujourd'hui, il a une corporation, on peut dire qu'aujourd'hui, il a une corporation à dos, d'autant plus, qui est celle des médecins, qui, eux, ne cessaient de demander un confinement très dur. C'est assez compliqué parce que quand on regarde le débat médical, précisément, on s'aperçoit que c'est un de nos problèmes collectifs, c'est que nous n'avons plus de boussole. Il n'y a plus un médecin ou des médecins qui disent au fond ce que doit être une politique ou ce que l'on doit faire. Il y a de multiples voies, on l'a déjà vu plusieurs fois, il y a des tendances de tous côtés. Par exemple, il y a eu un texte de médecins qui disait il faut agir vite, d'urgence, etc. Il a été contredit par le médecin qui est l'urgentiste le plus célèbre de France, qui est Patrick Pelloux. Malheureusement son nom. Patrick Pelloux. Voilà, Patrick Pelloux. Donc, voilà, donc on voit bien que nous n'avons plus de boussole médicale, y compris. Donc, et vous voyez que le conseil scientifique lui-même a beaucoup baissé de ton et on ne l'entend plus d'ailleurs, on n'entend plus nous dire. Donc il y a cette toile de fond-là et par ailleurs, en effet, il y a ce que peut être non seulement la lassitude, mais la désespérance d'un certain nombre de médecins, infirmiers, soignants, etc. parce que les problèmes structurels de l'hôpital sont toujours là. Oui. Malgré les mesures qui ont été prises, malgré les décisions qui ont été prises, on a l'impression quand même que les choses sont un petit peu revenues en l'état avant la première crise, avant la première phase du confinement et avant que justement l'hôpital n'ait été bousculé et se soit adapté vitesse grand V. Donc il y a tous ces éléments qui entrent en ligne de compte pour faire qu'en effet, du côté des médecins et Emmanuel Macron, la relation n'est pas au beau fixe. Oui, alors on récupère Laetitia Krupa qui reprend le train en marche pour des problèmes techniques. Laetitia, on disait dans le fond que la parole politique était devenue, en citant Manuel Valls, une langue morte. Est-ce que maintenant la parole aussi des médecins devient
cacophonie, parce qu'on parlait effectivement de Patrick Pelloux qui, lui, dit que jamais il sera question, enfin que quand on dit qu'on peut faire des tris dans les hôpitaux, c'est absolument faux. On voit toutes sortes de médecins, chefs de service, réanimateurs, alors on a l'impression qu'en fait ils n'ont pas de boulot, puisqu'ils sont sur les plateaux télé. Et il y a une sorte de cacophonie aussi des médecins qui donnent leur avis, et en vérité, on est tous paumés, non ? Laetitia. Exactement, vous avez raison, Roselyne, et finalement, c'est comme ça depuis le début, Roselyne. Rappelez-vous, depuis le mois de mars, on a un défilé des médecins sur les plateaux, les médecins médiatiques, comme on les appelle. Juste à remarquer qu'à la rentrée, ils étaient, je crois, 11 à sortir un livre. Donc, vous voyez, ils viennent sur les plateaux, et en plus, ils écrivent des livres, donc ils ont le temps. Et oui, ça donne, vous avez raison, une absence totale de consensus. Et c'est ça, là, le problème. Quand on regarde, par exemple, en Italie, quand on regarde, par exemple, en Allemagne, ils désignent une personnalité de leur corps professionnel pour venir parler dans les médias et donc présenter une seule voix pour, en tout cas, la partie médicale. En France, depuis le mois de mars, et c'est pas faute de l'avoir déjà critiqué à longueur de journée dans les rédactions. Vous savez bien que nous sommes, nous aussi, responsables de ce qui est diffusé à l'antenne. Et on continue à inviter, et alors ce qu'on adore, c'est d'inviter le pour et le contre. Donc le citoyen qui est devant son écran, derrière son poste ou devant sa feuille de papier journal, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il en retient. Ouais. Je vais vous dire, j'ai l'impression qu'on est tous, chacun choisit son camp. Vous voyez, c'est ça le problème de notre société. Oui, c'est comme à un moment, on était dans une société de croyance, oui, et on n'est plus dans une société de faits. Oui, voilà. On était à un moment pro-Raoult ou anti-Raoult, n'étant absolument pas ni épidémiologiste, ni chercheur, ni rien, mais on se disait « Ah bah je suis pour Raoult, ah bah je suis contre ». En vérité, on n'en sait absolument rien. Mais autre question... Exactement. Et on n'a pas de chiffres aussi. Oui. De chiffres, oui. Les chiffres, vous voulez dire de quoi ? On n'a pas de chiffres, si vous voulez, sur l'hôpital. Sur l'hôpital, combien on en est de la mortalité, le taux de mortalité, l'âge moyen, le pourcentage de personnes qui décèdent avec des comorbidités, le pourcentage de saturation en réanimation, mais par catégorie de malades, sans demander évidemment les données de santé. On sait très bien qu'il y a un secret médical, évidemment, mais en tout cas tenter de comprendre. Et pourquoi tenter de comprendre? Non pas pour critiquer, mais pour essayer de trouver des solutions, Roselyne. Écoutez, on est en saturation. Alors, il faut bien trouver des solutions. Soit, effectivement, on enferme les gens et on évite tout contact, donc on évite que le virus se propage, ou soit on trouve de quoi pousser les murs des hôpitaux. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une unanimité sur les chiffres et une vérité des chiffres pour trouver des solutions. Alors, Jean-Marie en parlait au début, il m'a doublé un petit peu, sur l'opposition qui a fait entendre sa voix aujourd'hui, puisqu'il y avait le discours du Premier ministre Jean Castex qui a pris la parole, mais qui aussi a pris la foudre de l'opposition. Vous verrez dans un instant sa réponse, il ne s'est pas laissé faire. Mais écoutez, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement, une sorte de réquisitoire fait par le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est un mauvais poisson d'avril. Et le poisson d'avril, comme tous les poissons, pourrit par la tête. Alors, ce jour de chienlit est de trop. Nous ne sommes pas votre public voué à vous acclamer. Nous en avons assez de voir l'Assemblée exclue de la discussion sur la stratégie à mettre en œuvre contre la pandémie. Vous êtes responsable devant l'histoire d'un désastre sanitaire comme la patrie n'en a jamais connu. Voilà du Mélenchon qui fait son show caricatural, brillant parfois, mais un Mélenchon qui hystérise le débat et qui, dans le fond, fait vivre la colère pour, in fine, proposer quoi d'autre. Jean-Marie, que vous inspire ce théâtre, en fait, le théâtre politique dont on a l'habitude. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on appelle l'Assemblée nationale guignols, quelque part, parce que chacun joue son rôle, et un jeu de rôle en vérité. Le jeu de rôle, vous avez noté que Jean-Luc Mélenchon est tout dans la nuance, nuance et dans la subtilité. On l'a noté, évidemment. Voilà. Mais alors, il
Il y a un point qui est intéressant, il dit, il fait reproche au fond de ne pas associer l'Assemblée nationale. Il y a exactement 8 jours, c'était mercredi de la semaine dernière, il y avait un débat sur la gestion de la crise sanitaire à l'Assemblée nationale, débat conduit par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il y avait 20 députés en séance. 20 députés en séance. Donc après, on monte à la tribune et on dit comment, quoi, l'Assemblée est négligée, ainsi de suite. Donc on est vraiment on est vraiment, et surtout pour moi, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est quand on proteste et on ne prend pas part au vote. Là, le gouvernement a pris des décisions, a pris un dispositif. Les députés et les sénateurs sont invités à voter, donc à dire aux yeux de l'opinion, je suis contre ou je suis pour, ou je m'abstiens, mais si je suis contre, voilà quelles sont les raisons pour lesquelles je suis contre, et surtout voilà ce que je propose à la place. Nous n'avons rien de tout cela puisqu'on ne prend pas part au vote. Donc c'est vraiment, je m'en lave les mains. Donc quand on cherche les inspirations de l'opposition, ça n'est plus la peine de les chercher chez Trotsky, ni chez Poutine, ni chez Sarkozy. Il faut les chercher chez Ponce Pilate, parce que c'est exactement cela que l'opposition nous donne à voir aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est dommageable pour tout le monde. Alors, c'est vrai que vous y avez fait allusion, mais à l'Assemblée nationale, les débats, couramment, c'est un petit peu la cour de récré, surtout quand la télévision est là et ainsi de suite. Mais sauf qu'il y a des moments, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la récré et puis il y a un temps pour la gravité. Or là, on va quand même approcher les 100 000 morts. Est-ce que ça leur dit quelque chose au lieu de vociférer de cette façon et d'employer les plus grands mots possibles au lieu d'essayer de contribuer, de prendre sa part du fardeau? Oui. C'est ça qui est problématique aujourd'hui. Alors, Virginie Leguet, Laetitia, vous allez nous dire dans un instant ce que vous en pensez, mais je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, donc le patron des Républicains au Sénat, sur le rôle du Parlement. Bien sûr qu'on ne refuse pas le débat, et on va débattre. Mais qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de voter sur des mesures à prendre, des mesures qui ont déjà été prises et des mesures qui ont été déjà annoncées. Le Sénat, ça n'est pas une chambre d'enregistrement. Le Sénat, ça n'est pas le greffier des décisions présidentielles. Quand nous votons ici, c'est pour voter la loi, c'est un vote impératif. Il ne faut pas confondre le Sénat avec une convention citoyenne. Virginie, alors que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, est-ce que c'est une critique qui s'entend ? Je dirais oui et non. Je comprends que dans la situation exceptionnelle que nous vivons depuis 1 an, et face à une pandémie dont nul ne mesurait ni la durée, ni la dangerosité, ni les aspects extrêmement imprévisibles qui se sont succédés depuis 1 an, je comprends que l'exécutif décide, parfois dans l'urgence, parfois mal, parfois bien, et parfois dans l'aveuglement, je le comprends. Et je comprends que dans ce processus un peu erratique, il n'a pas toujours le temps d'associer le Parlement, qui se montre, il faut bien le reconnaître, particulièrement rétif à toute tentative de collaboration. Mais là où la critique, à mon avis, vient de tout à fait autre chose, c'est que Emmanuel Macron, il se sert de l'opposition, et là, en l'occurrence, de l'opposition parlementaire, quand ça lui arrange, quand ça l'arrange, quand tout d'un coup, il a besoin de se dédouaner, quand il a besoin de récupérer une onction politique, donc il n'est pas sûr d'avoir tout seul. Parce que depuis 1 an, de très nombreuses initiatives sont venues du terrain. Tous les élus ont passé leur temps, rappelez-vous, au moment des masques, à organiser des circuits, à organiser des distributions de masques alors qu'il n'y en avait pas, à en faire fabriquer dans leur ville. Après, ils ont ouvert des vaccinodromes qui ont fermé faute de doses. Enfin, il faudrait énumérer, et ça prendrait du temps, toutes les initiatives qui ont été prises localement et qui se sont heurtées globalement à l'indifférence, voire à une forme de condescendance de l'exécutif et de la haute administration. Donc il y a toute cette colère rentrée depuis 1 an de voir que les efforts faits sur le terrain n'ont finalement jamais été reconnus et jamais été même pris en compte, et que l'exécutif a voulu gouverner et piloter tout seul. Donc aujourd'hui, quand l'exécutif fait mine tout d'un coup de s'intéresser à une opposition qu'il a méprisée depuis 1 an, l'opposition lui fait un bras d'honneur gentil, très gentil, disons, courtois quand il s'agit de Bruno Retailleau, très violent quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, quand je pense à ce qu'il dit, je pense à cette phrase de Talleyrand qui dit tout ce qui est excessif est insignifiant. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il va trop loin, il pense déjà à sa posture présidentielle parce qu'il veut être le candidat le plus colérique des candidats à la présidentielle. Donc il est déjà en train d'entonner son refrain favori, mais je pense qu'il démarre trop tôt et trop fort.
Peut-être on va écouter Jean Castex, du coup, qui a eu un coup de sang cet après-midi et qui a répondu à toutes ces critiques n'en pouvant plus. On l'écoute. J'aurais aimé, ce matin, je vous le dis, que vous m'indiquiez, M. Abad et les autres, comment nous procurer davantage de doses. Je vous assure que si vous aviez formulé sur ce terrain une préconisation opérationnelle, j'annonçais ici, immédiatement, que je l'adoptais. Mais rien. Mais rien. Et pour cause, M. Abad, je ne vous jette pas la pierre. Vous seriez à ma place, vous feriez pareil. Vous feriez pareil. L'Europe a commandé autant qu'elle a pu, certes. Certes, il y a des pays qui sont devant nous, comparés, comme l'a dit Olivier Véran, avec des pays qui nous sont comparables. Et vous verrez que notre stratégie vaccinale est efficiente. Laetitia, en quelque sorte, l'opposition accuse le gouvernement de ne pas assez les consulter et l'exécutif dit vous nous apportez pas d'idées. Donc c'est un dialogue de sourds, chacun se renvoie la balle. C'est un peu effectivement la cour de récré. Hein. Ça, c'est sûr, oui, l'Assemblée nous a donné en tout cas ce spectacle-là tout à l'heure. On n'a pas l'habitude de voir Jean Castex comme ça, sortant un peu de ses gonds, avec une voix qui est mal maîtrisée. Et finalement, ce qu'il dit, c'est ce que dit finalement le chef de l'État, c'est-à-dire pas de mea culpa. À notre place, vous auriez fait pareil parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Attention, c'est un peu court de ne jamais reconnaître ses erreurs. Emmanuel Macron l'a fait un peu à demi-mot hier, mais en employant un « nous » qui est assez significatif parce que s'excuser avec un « nous », c'est-à-dire mettre tous les Français avec lui dans le processus décisionnaire, alors qu'on sait bien que c'est ce qui lui est reproché depuis le départ, il dirige et il décide tout seul dans ce Conseil de défense sanitaire qui est finalement ultra restreint et dont il a le dernier mot de toute façon. Mais finalement, Emmanuel Macron, je vais vous dire, Roselyne, il s'en fiche un peu. Pourquoi ? Parce que l'opposition s'agite. L'opposition s'agite parce qu'il a le monopole de l'espace médiatique. Emmanuel Macron, il a été suivi par plus de 30 millions de Français hier. Chacune de ces interventions sont suivies. C'est massif, vous vous rendez compte ? Le printemps dernier, c'était 36 millions. C'est le record absolu de la télévision pour une allocution présidentielle. Et donc l'opposition essaye, vocifère, essaye de tout faire pour le cornériser et pour lui faire porter, pour exister et aussi pour faire porter à Emmanuel Macron l'échec de la politique de la crise sanitaire. C'est ça qu'ils veulent faire pour qu'en 2022, ils se présentent devant le peuple. On est en campagne, Roselyne. On est en campagne présidentielle. Ils veulent qu'Emmanuel Macron se présente avec la casquette de celui qui a raté la crise sanitaire, la politique de la crise sanitaire. Oui, un mot, je voudrais, avant de passer à la chronique très rapidement, parce que je voudrais en dire un mot, c'est le retour du Jedi d'Édouard Philippe, parti en pleine gloire de Matignon, ce qui est rare. On ressort d'habitude lessivé, lui est sorti encore presque repassé et sans casserole. Il revient sur la scène médiatique, il fait la une du Point cette semaine avec un livre. Jean-Marie, très vite, est-ce la première pierre à son grand édifice ? En clair, est-ce qu'il se prépare pour 2022 ? Mais ça, personne ne le sait, mystère et boule de gomme. Mais bon, on peut s'amuser à imaginer. Réponse très rapide, voilà un homme qui s'organise, qui met en place tout un système qui est destiné à lui faire avoir un jour, comme disait l'autre, un destin national. Ça ne me fait aucun doute. Bon, Virginie, allez, un petit tour de table rapide. Édouard Philippe se dit, s'il y a un petit trou de souris par lequel je pourrais passer pour être candidat en 2022, il faut que je me tienne prêt. Il ne mise pas, je pense, sur une candidature face à Emmanuel Macron, mais il mise à sa propre candidature au cas où Emmanuel Macron ne se présente pas. Mais pour ça, il faut qu'il soit prêt. Il faut que ses réseaux soient prêts, ses financements soient prêts, et il faut qu'il ait derrière lui toute l'organisation suffisante. C'est vrai. Et c'est à ça qu'il travaille. Ouais. Laetitia, pareil. Il a de la chance. Il dit j'aime être aux manettes. Il pourra être servi. Eh oui. Je ne vais pas,
Je ne vais pas nier que j'aime être aux manettes et au commandement. Bon, le message, il est clair. Il travaille en plus ce personnage humble, vous savez, profil bas, transparent, puisqu'il dit qu'il a eu le trac quand Emmanuel Macron l'a nommé à Matignon, qu'il a perdu 6 kilos. Donc, si vous voulez, en termes de storytelling, c'est clair comme de l'eau de roche, sa stratégie. Il envoie des cartes postales, il se positionne, il dit à qui veut l'entendre qu'il a une histoire avec la France qui n'est pas terminée. Donc, si vous voulez, il installe le décor. Est-ce qu'il va se lancer en chevalier pour 2022 ? Impossible de le savoir. Juste un petit problème quand même pour lui. C'est lui qui était là pour les masques, le problème des masques. Le problème des masques, c'est lui. On oublie, voyez la preuve. Elle nous dit qu'elle ne sait pas... Non, on n'oublie pas, Roselyne. Attention, non, mais là, on oublie. Lui. Parce non, mais on n'oubliera pas les masques. Il est auréolé de ça. Non. Enfin, on lui rappellera que c'était lui, Roselyne. Et là, dans le point, il passe rapidement, quand même. C'est vrai, il s'excuse pas du tout. Il lui sera difficile de se présenter contre un président de la République dont il a été le Premier ministre 3 ans. Donc, si Emmanuel Macron se présente, à mon avis, il ne pourra pas se présenter, ne serait-ce que politiquement et psychologiquement. Non. Oui, c'est sûr. Merci. On passe à la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bonsoir Véronique. Vous êtes là ? Voilà, je vous vois. Donc, comment ont réagi les Français sur la toile à l'allocution d'Emmanuel Macron, dont Laetitia disait et rappelait effectivement que 30 millions de téléspectateurs, ce qui ferait rêver n'importe quelle chaîne de télé, de producteurs de programmes. Oui, 30 millions de personnes qui attendaient avec impatience des décisions qui avaient été préannoncées, qui avaient été pré-testées. Et globalement, les Français ont plutôt bien accueilli les mesures qui ont été annoncées, puisqu'on a fait un sondage dans la foulée de ces annonces et vous avez 7 Français sur 10 qui trouvent que les mesures qui ont été prises... ils les acceptent, ils sont d'accord avec ces mesures. Quand on parle de la vaccination prioritaire, par exemple, des métiers exposés pour 85% des Français, c'est une bonne idée. La fermeture des établissements scolaires, 72% des Français sont d'accord. Et quand on fait un focus sur les parents, on est à 60%. Et l'interdiction de tous de se déplacer en dehors de sa région, 71% de Français qui sont d'accord. Après, ils sont d'accord, ils en ont beaucoup parlé aussi, ils ont beaucoup écouté, vous l'avez dit, avec des scores d'audience étonnants. Et quand on regarde le volume sur les réseaux sociaux, on voit là encore qu'on en a beaucoup parlé, 735 000 messages, donc c'est un nombre important de commentaires. Et les commentaires, ils sont autour de cette acceptabilité dans le fond qui n'est pas vraiment une acceptabilité. Les Français sont d'accord, mais dans le fond, c'est par lassitude et par résignation. Et il suffit de regarder les mots-clés qui sont associés. Ils trouvent que ces mesures, elles sont très contraignantes, voire trop contraignantes, mais que elles sont peut-être pas assez efficaces. Et dans le fond, c'est pas tant qu'ils soient d'accord avec le gouvernement et avec Monsieur Macron, mais ils disent on n'a pas le choix. Et le sujet qui ressort le plus, d'abord les étudiants qui s'expriment beaucoup et qui disent qu'ils ont été peu cités. Il y a eu qu'une phrase pour eux. Et puis surtout, on parle énormément des vaccins parce que pour les Français, accepter ces mesures, ça n'est le cas que parce qu'ils attendent les vaccins. Ils les attendent avec impatience. Ils trouvent que c'est la solution, la seule solution aujourd'hui pour avancer. Et ils trouvent que c'est un peu lent, voire même certains voient derrière une stratégie de vaccination plutôt une gestion de la pénurie. Et ils trouvent que, en particulier, je vous disais que 85% des Français pensent que les métiers exposés devraient être vaccinés. Ils trouvent que là ça traîne aussi. Et puis, il y a une autre musique qui monte, c'est celle sur les autotests, comme vous le voyez, où les Français réclament des autotests en disant oui, nous savons nous en servir, ne nous dites pas, comme pour les masques, qu'on ne saura pas le faire. Et oui, nous serons raisonnables, nous le dirons, parce que quand on fait un autotest, c'est qu'on a envie de trouver des solutions en responsabilité pour protéger les autres, tout en essayant de mener une vie la plus normale possible avant les vaccins. Voilà, et donc du coup, je vous ai sélectionné le tweet d'Emmanuel Macron, vacciner, 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 qui a été repris 39 000 fois et qui répond aux souhaits des Français. Sauf que derrière, ils disent, peut-être il faudrait des vaccins. On a envie, mais c'est un peu compliqué. Voilà.
Alors, Véronique, Voilà. C'est bon? Oui. J'ai tout. Parce que parfois, je loupe un peu une marche. Alors, Véronique, j'ai appris que vous alliez vous présenter à la présidentielle en 2022 et que dans quelques jours, vous épousez votre poisson rouge. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Donc, Eh le bien, 1er avril, ça ne vous a c'est pas une échappé. journée quand même. Ma blague On la connaît. tombe complètement à plat. Mais c'était pour vous demander si les internautes ont fait des blagounettes sur le 1er avril. Ils ont fait des blagounettes, mais je vais vous dire que c'est à l'image de la lassitude, de la fatigue et de la déprime que les Français et que tout le monde ressent un peu dans le monde, mais surtout en France sur la période. Donc, regardez, le 1er avril, c'est le seul jour quand même où tout le monde vérifie la source d'une information avant d'y croire et ou de la partager. Reste à faire la même chose pour le reste de l'année. Mais voilà, c'est un jour quand même où il faut faire très attention. Et certains s'amusent à rappeler l'histoire de cette tradition du 1er avril sur les réseaux sociaux en disant, voilà, je vous rappelle comment ça fonctionne. Donc, est-ce que vous le saviez, l'emploi d'expression poisson d'avril entre dans le dictionnaire de l'Académie française en 1718, par l'intermédiaire de la locution donner un poisson d'avril, signifiant obliger quelqu'un à faire une démarche inutile pour avoir lieu de se moquer de lui. Donc maintenant que vous savez ça, vous vous dites très bien, mais en fait, quand je vous disais que l'ambiance n'était pas, je suis sûre et certaine, Roselyne, que vous vous en souvenez, tous les ans, le 1er avril, Google fait dans votre moteur de recherche, vous avez une blagounette qui sortait. Bien cette année, il n'y aura pas de blague, parce que l'ambiance n'est pas à ça. Donc vous voyez, la morosité, elle est un peu partout, donc pas de poisson d'avril chez Google. En même temps, je vous dis, j'allais vérifier cette information parce que peut-être que je vous fais un poisson d'avril. Mais globalement, on a parlé des annonces. Eh bien, vous vous doutez que le sujet du 1er avril est arrivé. Et donc, voilà un bon exemple des messages qu'il y avait. Bon, il est minuit 20, on est le 1er avril. Macron, c'est l'heure de dire que c'est un poisson d'avril, là. Hein, ah, ça y est, faut le dire. Voilà. Et puis sinon, eh bien, les uns et les autres se sont amusés en disant, imaginez un instant, Emmanuel Macron qui nous annonce un confinement et Monsieur Castex qui dit non, poisson d'avril. Voilà, c'était un peu ce que l'on pouvait lire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas foulés quand même. Hein. Poisson d'avril. Voilà. On ne s'est pas foulé, même moi. Il y avait d'autres choses plus. Hein, mais bon. Non, mais on essaye en fait, en vérité, on essaye d'avoir une bonne humeur un peu forcée, mais il y a cette lassitude qui fait que. Puis vous êtes loin, donc on peut même pas rire avec vous. Donc. La blague. Voilà. Voilà, la blague est plus... Merci à tous, merci de loin, et merci à nos téléspectateurs et à Charlotte Urien-Tomaca pour avoir préparé cette émission et avec toutes les difficultés techniques derrière. Donc bravo à l'équipe technique. Merci à tous et à très vite.